Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo où on va corriger un sujet qui pourrait tomber au bac, puisque c'est un sujet qui devait tomber au bac 2021. Un sujet de droit, donc je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble, et puis on va le corriger ensemble avec les 4 questions qui vous sont posées. Donc vous voyez que comme d'habitude, il n'y a pas de surprise, on vous présente une situation juridique d'une quinzaine de lignes, et puis 4 questions derrière, et vous voyez que là non plus il n'y a pas de surprise. La première question, vous devez faire un résumé en utilisant des qualifications juridiques, comme d'habitude. Ensuite, les 2 questions suivantes, vous devez trouver des arguments pour l'une et pour l'autre partie, à l'aide de syllogismes. Et puis enfin, dans la dernière question, vous avez une question de cours qui amène à une réflexion. Donc moi, c'est ce que j'appelle la question de réflexion. Alors, déjà, on va regarder rapidement à quoi ressemble la situation juridique. Donc, vous voyez que en gros, on a un jeune homme, donc Gaston, qui se déplace à vélo. Et puis donc un matin, alors qu'il emprunte donc la piste cyclable, il renverse une piétonne, donc en l'occurrence Maude, qui, eh bien, au moment où il se percute, en fait, elle était en train de courir sur le trottoir parce qu'elle était en retard, et puis donc elle téléphonait à son frère, donc elle faisait pas forcément attention à ce qu'elle faisait. Donc du coup, les deux se percutent, et puis ce qu'on vous dit, c'est que suite à l'accident, le téléphone portable de la victime, donc en l'occurrence Maude, ne fonctionne plus. Elle n'a pas donc pu se rendre à son cours de piano qui lui a été facturé. D'autre part, elle souffre d'une entorse au poignet, et puis enfin, cette entorse au poignet l'empêchera de participer à une audition importante pour entrer au conservatoire de piano. Donc voilà la situation de base. Donc la première question qu'on vous pose, comme d'habitude, c'est de faire un résumé et d'utiliser des qualifications juridiques dans ce résumé. Alors j'insiste sur quelque chose, je vous rappelle que déjà vous devez résumer, donc ne vous retrouvez pas avec un résumé qui est plus long que le texte d'origine. Il y a des informations qu'il faut que vous triez, il y a des informations qui vont être pertinentes, qui vont être intéressantes par rapport à notre cas, et d'autres qui ne seront pas intéressantes. Par exemple, vous voyez, ici, dès le début, on vous dit que Gaston est un écologiste convaincu. Ça n'apporte rien par rapport à notre cas, donc c'est pas la peine qu'il faut que vous le mentionniez. Par contre, il y a des informations qui, elles, vont être importantes. Par exemple, le fait que et bien justement, elle faisait pas forcément attention à ce qu'elle faisait, elle était en retard, etc., etc. Ça va être important pour la question 3 notamment. Et puis, d'autre part, il faut que vous mentionniez les dommages qui ont été subis par Maud. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette question? Comment est-ce que vous êtes noté? On vous attend sur les qualifications juridiques. Les points que vous allez pouvoir gagner sur cette question, ils dépendent de mots-clés. Donc on vous attend sur des mots de vocabulaire. Pour cette question, les mots de vocabulaire qui sont attendus, c'est si jamais il y a un contrat entre les parties qui vous sont décrits dans la situation juridique, il faut que vous le mettiez. Il faut que vous mettiez le nom du contrat. Et il faut aussi vous indiquiez le nom des parties de ce contrat. Donc par exemple, si dans la situation juridique, on vous dit qu'il y a une vente entre deux personnes, il faut que vous mettiez noir sur blanc sur votre copie qu'il y a un contrat de vente entre telle et telle personne, et il faut que vous disiez du coup qu'il y a un acheteur et un vendeur. Même chose, si vous avez un contrat de travail dans la situation juridique qui vous est proposée, il faut que vous le mettiez, ce terme de contrat de travail, il faut que vous le mettiez dans votre copie, et il faut que vous disiez qu'il y a un employeur et un salarié. Donc ça, c'est la première chose que vous avez à faire. Là, ici, dans notre situation, il n'y a pas de contrat, puisque les deux personnes ne se connaissent pas à la base. Mais, par contre, vous avez des dommages qui ont été subis par la victime. Et donc, dans cette première question, s'il y a des dommages qui sont subis par une personne, il faut que vous le mettiez et il faut que vous indiquiez le type de dommage qui a été subi. Donc ici, si je reprends ce qu'on nous indique dans l'avant-dernier paragraphe, on vous dit que Maude a un téléphone qui ne fonctionne plus, elle souffre d'une entorse au poignet, et à cause de cette entorse, elle ne pourra pas aller à une audition qui lui est chère. Bon, donc du coup, on peut en déduire, je vous l'affiche ici au niveau de la correction, on peut en déduire que il y a un dommage matériel, donc en l'occurrence le téléphone, un dommage corporel puisque elle a subi une entorse, et enfin un dommage moral puisque à cause de cette entorse, elle ne pourra pas participer à cette audition qui lui est importante. Donc ça, c'est ça qui rapporte des points dans votre copie. C'est ces 3 termes-là, dommage matériel, dommage corporel, dommage moral. Encore une fois, la question 1, les points, vous pouvez les gagner grâce à des mots-clés. Donc dans votre tête, dites-vous, qu'est-ce qu'on attend de moi au niveau des mots-clés? Donc là, en l'occurrence, on attendait les types de dommages. Faites une dernière phrase dans votre résumé aussi en disant que telle personne, elle réclame ça. Il faut que vous indiquiez la prétention des parties à la fin. Donc là, vous voyez, elle s'interroge sur la responsabilité de Gaston, autrement dit, elle voudrait obtenir réparation des dommages subis de la part de Gaston. Bon.
Donc voilà pour cette première question. Ensuite, vous voyez qu'on vous demande de développer l'argumentation juridique que Maud pourrait avancer pour obtenir réparation de ces dommages. Donc là, quand vous avez une question comme ça, où vous devez montrer la responsabilité de quelqu'un, ça appelle à une réponse un peu particulière qui va supposer de réunir trois éléments. Alors, je vous l'affiche ici à votre droite. Quand on vous demande de montrer la responsabilité de quelqu'un, ce qu'il faut déjà que vous vous disiez dans votre tête, c'est est-ce qu'il y a un contrat entre les deux personnes? Parce que dans votre cours, vous avez vu qu'il y avait la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle. Ici, on l'a vu, il n'y a pas de contrat entre ces deux personnes, puisqu'elles ne se connaissaient pas à la base. Donc du coup, on est sur la responsabilité civile extra-contractuelle. Et vous avez dû voir en cours que pour obtenir réparation d'un dommage suite à une responsabilité civile extra-contractuelle, il faut prouver trois choses. Et c'est ce que j'ai mis ici. Il faut que vous montriez euh, qu'il y a un dommage réparable, qu'il y a un fait générateur et qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Et donc, ça c'est la phrase introductive qu'il faut que vous mettiez. Et après, dans la suite de votre réponse, il faut que vous parliez des trois éléments, l'un après l'autre, les uns après les autres. Donc, j'ai dit qu'il fallait prouver un dommage réparable. Eh bien, on commence par parler du dommage réparable. Là, vous avez de la chance. On n'exige pas grand-chose par rapport au dommage réparable, on exige simplement les 5 adjectifs que vous avez vus en cours. Normalement, vous avez vu en cours que pour être réparable, un dommage doit être actuel, certain, légitime, direct et personnel. Donc ça, il faut que vous le mettiez dans votre copie. Ensuite, il faut que vous parliez du fait générateur. Alors, le fait générateur, je vous rappelle qu'il y en a de 4 types. Vous avez le fait personnel, c'est quand votre comportement a causé un dommage. Vous avez le fait d'autrui, c'est quand quelqu'un qui est sous votre responsabilité a causé un dommage. Par exemple, les parents sont responsables de ce qu'en font leurs enfants. D'autre part, vous avez le fait des choses, c'est quand une chose qui est sous votre garde provoque un dommage. Par exemple, je sais pas, vous avez un vase sur votre balcon, il tombe sur quelqu'un, vous allez être responsable du dommage parce que le vase vous appartient. Et enfin, vous avez la responsabilité du fait des animaux. Si vous êtes propriétaire d'un animal et qu'il provoque un dommage à quelqu'un, vous allez être responsable pour lui. Bon, donc ici, il va falloir que vous choisissiez le fait générateur. Bon, là, vous avez compris, c'est le comportement de Gaston qui a provoqué le dommage. Donc on est sur un fait personnel. Alors évidemment, pour agrémenter votre réponse, il faut que vous utilisiez les annexes. Dans un cas de responsabilité, on vous donne toujours des articles du Code civil. Et en l'occurrence, on vous donne des articles 1240 à 1242. Comme ici, on est sur un fait personnel, vous pouvez citer l'article 1241 qui vous dit « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait ». Donc là, vous voyez, j'ai mis la citation ici. Après, je l'ai appliqué au fait, dans un syllogisme classique, hein, donc or Gaston par son comportement personnel a renversé Maud, donc il y a bien un fait générateur au dommage qui est le fait personnel. Et puis enfin, la dernière chose qu'il faut qu'on mentionne, c'est le lien de causalité entre les deux. Donc il faut que vous disiez qu'il y a bien un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Pour la question 3, on vous demande eh bien, cette fois-ci, trouver les arguments en faveur de Gaston. Alors, quand on est sur un cas de responsabilité, je vous rappelle que la personne qui est l'auteur du dommage, elle peut échapper à sa responsabilité grâce à ce qu'on appelle des moyens d'exonération. Ces moyens d'exonération, il y en a trois. Il y a le cas de force majeure. Donc le cas de force majeure, c'est un événement imprévisible et irrésistible qui a provoqué le dommage. Par exemple, une tornade. Par exemple, un incendie. Tout ça, c'est des cas de force majeure. Ensuite, vous avez le fait d'un tiers, c'est quand une personne qui n'a rien à voir avec l'affaire a provoqué le dommage. Et puis enfin, vous avez la faute de la victime. C'est quand la victime a elle-même provoqué une partie du dommage. Bon, ici, vous l'avez compris, dans le cas, on nous dit que Maud, elle n'a pas été très prudente quand elle marchait dans la rue, enfin quand elle courait dans la rue en l'occurrence, puisque du coup, elle courait, elle était pressée, et puis en plus, elle répondait au téléphone. Donc elle ne faisait pas forcément attention à ce qui était autour d'elle, et c'est peut-être aussi ce comportement-là qui a provoqué le dommage. Donc du coup, Gaston, qui est responsable du dommage, puisque c'est lui qui l'a renversé, il va pouvoir utiliser cet argument devant le tribunal. Donc il va pouvoir dire qu'ici, il y a une faute de la victime. C'est ce que j'ai mis à cet endroit. Et puis alors, il se trouve qu'on a une annexe qui en parle. Vous avez une annexe, là, ici, un extrait d'une décision de justice, qui vous dit que dans une situation similaire, il y avait donc une faute de la victime, et que du coup, le droit à la réparation de la victime devait être limité.
Hein, autrement dit, la victime n'allait pas pouvoir obtenir totalement réparation du dommage de la part de l'auteur du dommage. Donc vous voyez, vous faites un petit raisonnement syllogistique qui permet bien, de montrer qu'il y a une faute de la victime et que du coup, l'auteur du dommage va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité. Donc ça, c'était pour la question 3. Dernière question qui vous a été posée, c'est la fameuse question de cours et de réflexion. Donc on vous demande, voilà, dans la plupart des régimes de responsabilité, il existe des moyens d'exonération, justifiés de leur intérêt pour l'auteur du dommage et pour la victime. Alors, pour cette question qui est un peu spéciale, rappelez-vous que c'est à la base une question de cours. Donc déjà, quand on vous dit dans la plupart des régimes de responsabilité, il existe des moyens d'exonération, précisez quels sont ces moyens d'exonération. Donc, c'est ce que je vous ai dit juste avant, il y a la faute de la victime, le fait d'un tiers, et puis enfin, la force majeure. Donc, après, n'oubliez pas la deuxième partie de la question. Vous devez justifier de leur intérêt pour l'auteur du dommage et pour la victime. Alors, quel est l'intérêt pour l'auteur du dommage? Bah, évidemment, ça serait injuste de devoir payer des dommages et intérêts quand un événement extérieur a provoqué le dommage. Donc du coup, les moyens d'exonération, ils sont importants pour l'auteur du dommage pour qu'il puisse échapper à sa responsabilité s'il n'est pas entièrement responsable du dommage qui a été subi. Et puis donc pour la victime, bah évidemment c'est un inconvénient d'avoir des moyens d'exonération, mais elle pourra toujours s'adresser à son assurance pour un remboursement des dommages qu'elle a subis. Donc voilà pour ce sujet de droit. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. La première question, elle est très classique. Les deux questions qui suivent, alors il faut bien maîtriser la méthodologie qu'on avait vue ici, c'est-à-dire quand vous devez montrer la responsabilité de quelqu'un au niveau extra-contractuel, il faut savoir qu'il faut que vous montriez un fait générateur, un dommage réparable et un fait générateur, et un lien de causalité entre les deux. Et puis, bah, vous avez cette fameuse dernière question qui vous est posée à la fin, dans laquelle bah, il faut que vous utilisiez votre cours pour apporter une petite réflexion personnelle. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les attendus de l'épreuve, et puis donc que cette correction vous a été utile. Je vous souhaite encore une fois bah, un bon courage pour les épreuves du bac, et puis je vous souhaite évidemment une très bonne réussite.